Alors, rendez-vous maintenant pour notre deuxième partie d'interview. Et l'homme que je vais inviter à me rejoindre est journaliste, animateur de télévision, réalisateur, parrain d'associations comme le réseau Espérance Banlieue, qui promeut des écoles pas comme les autres, des écoles où le mot réussite scolaire se décline dans toutes les strates du projet pédagogique. Il a accepté ce soir une interview exclusive pour lancer la plateforme Teaching. C'est exactement ça, Harry. Pour lancer la plateforme Teaching Boost, j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre Harry Rosselmack. Allez. C'est ça. Alors, Harry, en fait, certains d'entre nous ne le savent pas forcément, mais vous êtes né à Tours. Donc, vous avez étudié, alors là, on va faire une petite dédicace au collège Christ-Roi, au lycée Choiseul, et c'est une ville dans laquelle vous aimez forcément revenir. Ce soir, on a parlé avec nos invités d'enfants, d'école, de rêves, de soutien scolaire ou encore de lutte contre les inégalités et l'échec. Ma première question est donc, quel genre d'élève étiez-vous, Harry ? Alors j'étais un bon élève qui gérait bien ses efforts. C'est-à-dire que j'étais là dans les moments importants, au moment des contrôles et des devoirs. Ce que je voudrais surtout dire sur ma scolarité, mais aussi sur la scolarité de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est quand même le rôle des parents qui, même s'ils ne sont pas capables de soutenir les enfants très longtemps dans leur parcours, faute de connaissances, sont quand même des moteurs bien souvent. Moi, mes parents ont été un moteur parce qu'ils m'ont exprimé de façon régulière, sans que leurs mots soient directement ceux que je vais prononcer maintenant, mais je pense qu'ils avaient une certaine conscience de la valeur du savoir et de la connaissance. Et je pense qu'ils avaient conscience que le savoir est quelque chose d'éminemment démocratique, c'est-à-dire que 2 plus 2, ça fera 4. Qui que vous soyez, où que vous soyez dans le monde, et qu'ils avaient aussi conscience finalement du caractère très républicain du savoir, parce que le savoir, c'est quelque chose qui crée plus d'égalité et qui est censé et qui peut créer, qui crée de la liberté, c'est sûr aussi, c'est quelque chose qui libère le savoir, et c'est quelque chose qui peut créer de la fraternité. Et ça, il le savait parce qu'il me disait quelque chose qui peut apparaître assez anti-républicain, mais finalement c'était leur façon d'exprimer ce rééquilibrage que permet le savoir et la connaissance. Ils me disaient, tu es noir, travaille plus que les autres. Ça veut dire que dans leur esprit, le fait de travailler à l'école, d'avoir cette conscience de l'importance de l'école, c'est quelque chose qui allait rééquilibrer mes chances de réussite par rapport au fait qui est assez d'actualité finalement, que l'identité pouvait être quelque chose de bloquant dans bien des cas. Alors Harry, aussi, m'intéresser à vous, j'étais obligée, grâce à l'invitation d'Aboubacar, vous en conviendrez. J'ai regardé vos interviews et dans l'une d'entre elles, en fait, vous précisiez vos rêves d'enfant et les boulots que vous auriez absolument pas voulu faire. Donc là, on est vraiment désolé par avance, mais vous avez exclu d'office le métier de commercial parce que, je vous cite, « Vendre les tickets de tombola à l'école, c'était votre pire cauchemar ». J'ai été traumatisé, en effet, Alors, par les tickets de tombola à l'école. J'étais très mauvais dans cet exercice, je détestais ça. enfant, est-ce que vous rêviez déjà d'être journaliste ? C'est quelque chose qui est venu assez tôt, après les rêves de la petite enfance, l'astronaute, le pompier, etc. Mais en fait, plus qu'un rêve, le métier de journaliste s'est imposé à moi parce qu'il correspond vraiment à ce que je suis. D'abord à mon goût des gens, à mon goût des autres, à mon intérêt pour les autres, à ce qu'ils vivent. Et ensuite, ça correspond aussi à mon goût des mots et mon goût de la transmission que j'ai acquis à cause d'une configuration familiale un peu particulière. Ma sœur ayant, pendant les 12 premières années de notre vie, grandi à la Martinique, dont je suis originaire, via mes parents, et nous, ayant grandi à Tours, il y avait cette distance. Et j'ai longtemps entretenu une relation très épistolaire avec ma sœur, ce qui m'a donné un peu conscience de la force des mots, de leur pouvoir et du lien que ça pouvait créer. Et donc le goût des mots, le goût des autres, le journalisme, c'était quelque chose qui découlait assez naturellement de ce constat-là.
Alors en 2014, à l'école indépendante Alexandre Dumas de Montfermeil, les rêves des élèves sont pris très au sérieux et aussi cette année-là, les élèves étaient invités à réaliser des courts-métrages et à faire un petit clin d'œil à des personnalités en tout cas qu'ils admiraient. Et vous étiez l'une d'entre elles en fait, Harry, et vous avez répondu favorablement à leur appel. Vous vous êtes rendu à l'école qui est donc, on va le voir, mais une école assez atypique. Et en plus, vous avez décidé de vous engager comme parrain officiel pour l'école pilote Alexandre Dumas, devenu désormais le réseau Espérance Banlieue. Qu'est-ce qui vous a convaincu de parrainer en fait cette école? Le constat paradoxal que dans les endroits où la diversité des élèves était la plus importante, l'offre scolaire était réduite. Dans les centres-villes, on a des écoles, on a l'école publique, l'école de la République, on a des écoles privées. Dans les quartiers de banlieue, il n'y a pas d'école privée. Et je trouve ça d'un paradoxe assez hallucinant. C'est-à-dire que je pense que dans ces quartiers, on a peut-être besoin plus encore que dans les centres-villes, même si là aussi c'est nécessaire, mais d'une diversité d'offres scolaires pour répondre à une grande diversité d'élèves. Et le cours Alexandre Dumas à Montfermeil et donc l'initiative du réseau Espérance Banlieue répondait à cette incongruité en proposant un enseignement privé, alors qui dans un premier temps, et l'est toujours aujourd'hui me semble-t-il, parce que je suis un peu moins proche d'eux, mais hors contrat dans un premier temps, puisqu'il faut faire ses preuves pour pouvoir devenir une école de contrat éducation nationale, proposait donc d'installer une école privée dans un quartier de banlieue dans laquelle des enfants décrochaient, n'étant pas adaptés à cet enseignement républicain qui a bien des qualités, mais qui ne peut pas se démultiplier et correspondre à tous les types d'enfants. Alors pour les participants présents ce soir, est-ce que vous pourriez nous décrire cette école si singulière, peut-être dans son fonctionnement, dans la façon dont elle a été conçue et développée? C'est une école qui s'adapte vraiment au rythme des enfants. L'enseignement est le même, évidemment, que celui des autres écoles. Néanmoins, il est dispensé de façon un petit peu différente, avec des classes réduites, avec des cours qui sont plutôt concentrés le matin et beaucoup d'activités l'après-midi, ce qui correspond mieux au rythme de ces jeunes, et avec un vrai esprit de corps et un vrai cérémonial auquel ces enfants de banlieue se sont montrés, peut-être étonnamment parce qu'on ne s'y attend pas forcément, mais très attachés, avec un uniforme, donc un polo, cours Alexandre Dumas, que ces enfants portaient avec fierté, avec des cérémonies, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque semaine, le directeur de cette école, qui est quelqu'un de très charismatique et de très emblématique, remettait des récompenses aux élèves qui s'étaient bien comportés et morigénait un peu publiquement certains élèves qui s'étaient moins bien comportés, mais tout ça avec une grande bienveillance. Et voilà, tous ces moments, tout ce cérémonial était finalement très apprécié des élèves et des parents qui voyaient leurs enfants retrouver le goût de l'école, parce que ça c'est quelque chose de super important. Je le disais tout à l'heure en répondant à des questions de mes confrères, mais quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a d'avoir des enseignants qui se dévouent pour nous apporter de la connaissance, d'avoir parfois des bénévoles et des gens qui sont à nos côtés, on ne s'en rend pas forcément compte. Et on peut effectivement passer à côté de l'importance de cela et même de sa saveur. Et ces enfants dans cette école retrouvaient le goût, la saveur de l'apprentissage, parce que cet apprentissage était vraiment, j'ai envie de dire, sur mesure et convenait à leur rythme et à leur personnalité. Alors vous parliez justement des enseignants. Dans le cours Alexandre Dumas, en tout cas, on insiste sur la proximité prodigieuse qu'il peut y avoir entre le corps enseignant, les élèves et les parents. Est-ce que selon vous, cette proximité justement joue un rôle déterminant dans les chances de réussite de ces enfants issus des quartiers prioritaires? Évidemment, on a entendu tout à l'heure le témoignage d'Aboubacar qui nous disait à quel point cette enseignante de CE2 avait changé son rapport à l'école. Et je crois que c'est très important, effectivement, d'avoir une vraie proximité, j'ai envie de dire,
avec une forme de verticalité, parce que ce n'est pas l'élève qui donne la connaissance, c'est toujours le maître qui apprend à l'élève. Néanmoins, plus ce maître saura s'adresser, et c'est pas facile de dire ça, enfin c'est facile de le dire, c'est pas facile de le faire, saura s'adresser de façon un peu singulière à chacun des enfants, et mieux ce sera. Et le rôle et l'intégration des parents dans cette relation qui ne doit pas être bilatérale, mais qui doit intégrer le parent, est effectivement essentiel. Alors en 2020, on est en plein dedans, une actualité quelque peu bouleversée. Vous le suivez forcément en tant que journaliste avec la crise du Covid-19. Et Aboubacar le soulevait aussi déjà tout à l'heure, mais quelque part le confinement a accentué les inégalités en termes de continuité pédagogique. Est-ce que, avec le prisme de votre métier de journaliste, vous avez déjà pu constater cette accentuation des inégalités et peut-être piloter des reportages ou que sais-je, des immersions en tout cas pour retranscrire ça? Oui, dans 7 à 8, on a fait des reportages sur les conséquences du confinement et de cette crise sanitaire. Et effectivement, on a pu constater que des élèves avaient décroché et ils ont été relativement nombreux dans certains quartiers, liés au fait qu'il est déjà compliqué pour certains élèves de faire leurs devoirs le soir pendant 1h30 ou 2 heures chez eux pour plein de raisons liées au cadre de vie, et que ces enfants-là, quand ils étaient toute la journée à la maison et qu'ils devaient non seulement faire des exercices, mais aussi apprendre à la maison, c'était très compliqué. On s'est rendu compte aussi de la fracture numérique avec des enfants qui n'étaient pas équipés et qui ne pouvaient pas imprimer tel exercice, tel document pour faire leurs devoirs. Enfin, toutes ces inégalités, effectivement, ont été beaucoup plus visibles et beaucoup plus marquées pendant cette période. Et ça a provoqué du décrochage scolaire, c'est vrai. Alors les fractures sociales, sociétales, c'est en tout cas des sujets que vous explorez dans votre travail de journaliste et dans vos immersions. Et en 2018, vous avez travaillé sur ces sujets avec un film Fracture que vous avez écrit, produit et réalisé. J'avais 2 questions. La première, comment le film a été reçu en 2018, même si c'est pas, il n'y a pas si longtemps, et n'est-il pas encore plus d'actualité en 2020 avec ce qu'on traverse? Alors oui, pour commencer par répondre à la deuxième question, évidemment, il est encore d'actualité, et peut-être malheureusement le sera-t-il encore quelques années. Et c'est vrai que ce film, il traite plus des fractures identitaires qui sont pas exclusives des autres types de fractures et qui montrent effectivement un pays qui est de plus en plus fracturé, divisé, communautarisé. Je n'utiliserai pas le terme de séparatiste ou de séparatisme que je trouve mal approprié. Je pense qu'il faut mettre les mots sur les phénomènes. On a un phénomène de communautarisation de la société française qui n'est pas complètement nouveau, mais qui montre des effets délétères depuis quelques années et qui vont sans doute, si le phénomène n'est pas, on ne trouve pas les clés de résorption de ce phénomène, qui vont s'accroître. Et je crois que justement l'éducation, le savoir, le partage de la connaissance, c'est un outil de lutte contre cette communautarisation qui naît bien souvent de la frustration. Et on sait très bien que la frustration, moins on a de moyens de l'exprimer par le savoir, par la connaissance, par la discussion, par l'échange de mots, et plus on l'exprime d'une façon violente, d'une façon qui détruit du lien social. Donc tous ces problèmes-là sont liés effectivement, et c'est des questions moi qui m'intéressent énormément et sur lesquelles j'ai travaillé dans mon métier de journaliste, mais aussi à côté dans ce que j'ai pu écrire, réaliser et proposer au public. Et ce film, justement, on pourrait le retrouver où? Parce qu'il n'était pas en salle de cinéma, de ce que j'ai compris. Non, c'est un film indépendant qui a le grand mérite d'exister et qui a le grand mérite de correspondre à ce que j'avais dans la tête au moment où je l'ai écrit. Donc j'en suis très fier. Il a existé en festival. Il n'a pas eu d'exploitation salle, mais il est sorti en digital. On peut le retrouver aujourd'hui sur des plateformes VOD, MyTF1, iTunes, M6, VOD, sur toutes les plateformes VOD. Et on commence à avoir des diffusions télé. Donc on a commencé par Canal+, Antilles-Guyane, c'est notre première diffusion télé, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres.
Alors Harry, ce soir on a entendu donc la Jeune Chambre économique de Tours. Les bénévoles ont développé cette plateforme Teaching Boost en faveur du soutien scolaire et identifiant clairement un besoin sur le territoire. Et comme les associations, les entreprises partenaires sur ce projet, vous avez donc répondu ce soir présents sur ces thématiques. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui a fait sens chez vous dans ce projet quand Aboubacar vous a contacté pour vous demander d'être présent à cette soirée de lancement. Plusieurs choses. D'abord, la façon dont il a abordé la question. Il m'a raconté son histoire, donc c'est évidemment quelque chose qui m'a touché. Et je pense que l'émotion, c'est un élément important quand on informe, quand on communique. Et on a vu son émotion tout à l'heure, et je pense que c'est le meilleur vecteur pour porter un projet et le pousser. Le fait qu'évidemment ça touche aux questions d'éducation, sur lesquelles je m'implique dès que je le peux. D'ailleurs, mercredi, après-demain, je vais faire un peu ce que vous faites ce soir pour une association, pour un institut qui s'appelle l'Institut Télémac et qui fête ses 15 ans mercredi et qui fait aussi du tutorat entre le monde de l'entreprise, donc en général des entrepreneurs ou des gens qui travaillent dans des entreprises et des élèves et qui les accompagnent de la primaire jusqu'au bac. Et donc il y a les bacheliers de la promotion 2019-2020 qui seront là après-demain et il y aura un certain nombre d'allocutions et de discours pour cet anniversaire. Donc cette thématique, cette histoire, cette thématique, et puis Tours évidemment, parce que Tours c'est la ville où je suis allé à l'école, c'est la ville où j'ai été libéré. Je parlais tout à l'heure de liberté, grâce au savoir et grâce à l'éducation, grâce à de très bonnes écoles que vous avez citées tout à l'heure. D'ailleurs, privé pour la maternelle, la primaire et le collège, le Christ-Roi, Notre-Dame-des-Ailes, et public avec le lycée Choiseul, ensuite jusqu'au bac. Donc voilà, tout ça faisait vraiment sens pour moi. Il le savait dès le début, il savait que je dirais oui. Et donc voilà, me voici ici. Alors Harry, une dernière question qui est un petit peu la touche que j'apprécie, c'est on va finir en musique et j'aurais voulu connaître votre musique feel good bonne humeur pour bien démarrer la journée et je pense que je vais la doubler d'une autre question. Quand vous passez sur 7 à 8 juste avant l'antenne, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Alors, je vais vous faire un aveu. J'écoute pas de musique avant 7 à 8. Non, 7 à 8 n'est pas en direct. Et donc, voilà, je suis assez. Avant l'enregistrement, tout ça est assez relax, assez cool. Une musique. J'en ai tellement. Allez, une musique qui promeut ce qui est important aussi, même si par ces temps de Covid, c'est pas tellement possible, la danse. On a un morceau aux Antilles d'un groupe qui s'appelle Kassav, qui s'appelle Zoukla, c'est celle médicament nouni, ça veut dire il a l'air le de zouk connaître à vous. Et la danse, c'est notre seul médicament, donc voilà. Je citerai cette chanson. Merci beaucoup Harry, merci à vous.